Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 septembre 2025 et nos amis Richard Wolff et Michael Hudson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous avoir invités. Heureux d'être ici. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Permettez-moi de commencer avec vous, Richard, concernant ce qui s'est passé avec le conflit en Ukraine. Il ne semble pas que Donald Trump propose quoi que ce soit de positif pour l'Europe. Voici ce qu'a dit Scott Bessent à propos de la manière dont l'Europe peut faciliter le processus. Qu'il s'agisse de négociations, de la défaite de l'Europe, ou même de la destruction de l'Europe dans le cas de l'Ukraine, compte tenu de la situation actuelle. Voici ce qu'il a déclaré. Mettre à l'épreuve les Européens et leur détermination doit se renforcer. Ils doivent tout mettre sur la table en matière de sanctions économiques. Comme je l'ai dit à mes homologues européens il y a environ 2 semaines, tout ce que j'entends de votre part, c'est que Poutine veut marcher sur Varsovie. La seule chose dont je sois certain, Poutine ne marchera pas sur Boston. Il ne marchera pas sur Boston. Cela dit, les Polonais sont de grands alliés. Avant même qu'on ne le leur demande, ils consacraient déjà 5% de leur PIB. L'économie polonaise est l'une des grandes réussites depuis la chute du mur. Lorsque le mur est tombé, les économies polonaises et ukrainiennes étaient de taille équivalente. Aujourd'hui, l'économie polonaise est 3 fois plus grande. Si l'économie ukrainienne était de la taille de l'économie polonaise, l'Ukraine financerait elle-même son effort de guerre en ce moment, et je doute que Poutine serait intervenu. Oui. Avant de passer à ton commentaire, Richard, regarde ce graphique. Il montre que le constructeur automobile Porsche en Allemagne a été exclu de l'indice DAX à cause de l'effondrement de ses actions. Je ne sais pas ce qu'ils ont à offrir à l'Europe, à part détruire leur économie. On dirait qu'ils essaient pas de les aider. Ils essaient, tu sais, d'une certaine manière, de compliquer la situation en Europe. Quel est ton avis sur ce qui se passe dans la tête de l'administration? Ont-ils quelque chose de concret en tête? Eh bien, je réagis en partie aux déclarations presque incohérentes de M. Bessent. D'où il vient et comment il réalise son travail statistique laisserait perplexe toute personne connaissant ces sujets. La Pologne n'a pas connu de guerre, donc comparer l'économie polonaise d'aujourd'hui à celle d'il y a 10 ans ou à la période qu'il choisit est trompeur. Pour comprendre la situation actuelle de l'économie ukrainienne, il faut savoir que l'Ukraine a été transformée en opération militaire. C'est l'OTAN qui a décidé d'avancer vers l'Est et de créer une confrontation avec la Russie en Ukraine. Tout a été consacré à faire de l'Ukraine une force militaire. Et on a supposé à tort que la force militaire développée en Ukraine, sans investissement comparable en Pologne, serait suffisante. Et l'Ukraine a été détruite ces 3 dernières années par un vaste programme de sous-développement économique, et non de développement. Comparer un pays en guerre depuis 3 ans à un pays qui n'a pas connu la guerre est puéril. C'est l'utilisation de statistiques pour servir un propos. Mais quel est ce propos? Le propos de M. Bessent ressemble beaucoup à la plupart des arguments de M. Trump, à savoir que, du point de vue américain, la guerre en Ukraine ne vaut plus l'effort consenti. La pression monte pour utiliser ses ressources autrement, pour rendre sa grandeur à l'Amérique, un projet extrêmement coûteux qui n'a pas encore donné beaucoup de résultats, mais qui a permis à un homme d'accéder à la présidence en promettant au peuple américain de mettre fin à la guerre en quelques jours, voire en quelques heures. D'accord, nous voilà 8 ou 9 mois plus tard, il n'a rien arrêté. Il a multiplié les efforts, mais ils n'ont abouti à rien.
Les Russes continuent d'avancer lentement et méthodiquement vers l'ouest. L'Ukraine est en train de perdre, c'est assez clair. Si l'on se fie à tous les critères habituels et qu'on essaye d'obtenir des statistiques raisonnables, c'est la conclusion à laquelle on arrive. Pas seulement moi, mais la plupart des observateurs dans le monde entier. Et M. Trump a dit la plupart du temps, « Je me retire. Ce sont aux Européens de s'en occuper. C'est à vous de dépenser l'argent. C'est à vous de leur fournir les armes. Je vous propose un marché. Je continuerai à vous fournir des armes. » Même s'il est très difficile de savoir s'il comptait leur en donner plus qu'il n'en a toujours donné à l'Europe occidentale. Il insiste pour qu'ils payent eux-mêmes, ce qui est le signe, d'un manque d'enthousiasme. Il ne veut pas payer pour cela. Les Européens avec les Américains n'ont pas pu vaincre les Russes. L'idée que les Européens sans les Américains vont y parvenir est d'une stupidité enfantine. Donc, c'est exclu. Alors qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la contradiction du discours de M. Trump à l'ONU plus tôt cette semaine. Dans ce discours, on dirait qu'il va collaborer avec les Européens dans la guerre en Ukraine. On dirait qu'il a changé de position. Et il a effectivement parlé avec M. Zelensky. Et si vous parlez avec M. Zelensky, vous êtes de toute façon dans un autre univers. Donc je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir répondre à votre question sans en savoir plus sur ce qui se passe dans les prises de position de plus en plus, bizarres de M. Trump concernant l'orientation de la politique. Ce que je crains, c'est que la réalité sous-jacente soit que M. Trump, depuis longtemps, a été surtout influencé par les personnes qui l'entourent, qu'elles soient néoconservatrices ou non, et que, pour eux, le principal problème des États-Unis est la Chine, pas la Russie. Ils ont tiré cette leçon, et la combinaison des difficultés en Ukraine et de la nécessité de se tourner vers la Chine signifie qu'il ne faut pas faire ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire renforcer les liens entre la Russie et la Chine. Il vaudrait mieux les affaiblir, et attaquer la Russie n'est pas une façon d'y parvenir. Attaquer la Russie montre à quel point son alliance avec la Chine est réellement importante pour elle. Donc je suis coincé, et je reste avec cette conclusion provisoire jusqu'à ce que j'obtienne plus de preuves que les États-Unis, comme nous en parlons depuis des mois dans cette émission, sont un empire en déclin, et un empire en déclin avec de moins en moins d'options pour faire face à ce déclin. Ils refusent d'admettre ce déclin. Ils refusent de chercher quelles politiques seraient les meilleures pour gérer ce déclin, afin de nuire au moins de personnes possible, afin que ça prenne le plus de temps possible, quels que soient vos objectifs. Ils ne le font pas. Alors que font-ils d'autre? Ils se disent que leur grand problème, c'est la Chine. Oui, mais alors? Qu'allez-vous faire à ce sujet? Et la réponse est au coup par coup. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, soudainement, nous parlons, je crois, de milliards de dollars pour sauver les efforts presque désespérés de M. Milei en Argentine, dont la situation s'effondre, ou pour rançonner M. Bolsonaro, dont la situation s'effondre également, et ainsi de suite. Ce sont des ajustements ponctuels qui partent dans tous les sens, tout en prenant en même temps des mesures qui, je dois vous le dire, suscitent une inquiétude mondiale quant à la possibilité d'une fermeture du gouvernement, les républicains menaçant de licencier tout le monde dans l'administration fédérale, si cela devait arriver. Vous savez, autrefois, ce genre de menaces aurait été ignoré. Mais nous avons maintenant une sorte de gouvernement, et je vais utiliser le mot qui me vient de plus en plus à l'esprit quand on me demande « Comment résumiez-vous la situation dans laquelle nous nous trouvons ?» La réponse que je vous donnerai est « Nous assistons à un gouvernement désespéré, et je comprends ce désespoir. La dette nationale est hors de contrôle. Regardez les chiffres. En 1970, elle s'élevait à quelques centaines de milliards de dollars. Aujourd'hui,
Elle atteint 37 000 milliards de dollars. C'est de la folie. C'est un gouvernement assis sur une montagne de dettes. Il le sait. Cela ne peut pas continuer. Liz Truss a perdu son poste de première ministre en Angleterre parce qu'elle a essayé d'emprunter de l'argent et que le marché a dit « Nous ne vous prêtons plus ». Les États-Unis savent qu'ils approchent de ce point. Voilà. Kiev risps. Et bivre enact me. Désesp. Vous envoyez Elon Musk pour licencier la moitié du personnel. Ce n'est pas une mesure d'efficacité. Aucun expert en efficacité ne justifierait cela. C'est simplement une façon d'économiser de l'argent du mieux possible. Et les droits de douane sont un moyen de récolter un peu d'argent tant que vous restez un marché important. Mais les effets à long terme de cela, ils sont terribles. Ce sont des politiques très, très dangereuses. D'autres pays, comme nous allons en discuter, cherchent désormais à réduire leur dépendance aux États-Unis parce que cela devient instable et dangereux de dépendre de ce pays. Qu'avez-vous fait à votre propre déclin? Vous l'avez en réalité accéléré. Et c'est un signe. Quand des gens désespérés agissent, ils découvrent, et vous essayez de leur faire remarquer, qu'ils aggravent la situation au lieu de l'améliorer. Je suis d'accord avec la façon dont Richard a présenté le problème. En résumé, les États-Unis sont désespérés parce que tous les plans qu'ils avaient envisagés ne fonctionnent pas. Ils se retournent contre eux. Et Trump répète toujours que sa devise est « ne jamais admettre la défaite », toujours prétendre avoir gagné. Quand on regarde son discours aux Nations Unies, tout le monde réfléchit encore à son long discours décousu, on peut voir à quel point il était étrange. Il a essayé de dire que c'est l'Ukraine qui gagne, pas la Russie, que la Russie aurait dû ou aurait pu prendre le contrôle de l'Ukraine en un mois, voire en quelques semaines. La guerre aurait pu être terminée. C'est comme si la décision de Poutine de ne pas faire de son opération militaire plus qu'une opération militaire spéciale pour protéger les russophones était vraiment un échec de sa capacité à prendre Kiev. Ce n'a jamais été son plan du tout. Eh bien, Trump essaie de dire « Regardez depuis combien de temps les combats durent en Ukraine. Cela fait maintenant 2 ou 3 ans. Mais regardez ce que la Russie a accompli en avançant lentement. Il a fallu les 2 dernières années pour épuiser complètement les armements de l'Europe et de l'Amérique. Il n'y a plus de missiles, plus de chars, à part un effectif réduit pour tout cela. Donc, lorsque Richard a mentionné au début que l'Europe dépend de l'Amérique pour les armes, il n'y a pas d'armes en production. Il faut pas mal de temps pour fabriquer des missiles et des armes. Et il semble qu'il faudra 5 ans aux États-Unis pour fabriquer le type de missile supersonique et hypersonique que la Russie possède déjà. Donc, vous vous trouvez dans une situation étrange. Et ce qui est étrange, c'est que l'OTAN parle d'une guerre terrestre et Besan parle des États-Unis envahissant la Pologne. Eh bien, ils n'envahiront pas Boston, mais ils envahiront la Pologne. Personne n'envahira la Pologne. Parce que, comme nous l'avons déjà évoqué, aucune nation avancée, complexe, industrielle, sans parler d'une nation soumise aux électeurs et au soutien de sa propre population, n'acceptera le coût sacrificiel de perdre des millions de personnes en tentant de mener une invasion. La guerre se fera avec des missiles. L'Europe est presque à court. L'Amérique est presque à court. La Russie, elle, n'est pas à court. La Russie a gagné en puissance de façon constante tout au long de la guerre. Donc elle n'est vraiment pas en train de perdre. Elle est en position dominante. Et je pense que Trump en est conscient. Et comme Richard l'a dit, Trump dit à l'Europe, « Vous êtes livrés à vous-même. Bien sûr, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez chez nous pour combattre en Ukraine. Mais l'Ukraine est un champ de bataille où, en réalité, ce n'est pas l'Ukraine. La Russie ne combat pas vraiment l'Ukraine en ce moment,
sauf de façon marginale. Elle affronte l'OTAN. C'est l'OTAN qui fournit à l'Ukraine les missiles pour attaquer les raffineries russes, pour essayer d'empêcher la Russie de raffiner et d'exporter plus de pétrole. Et ce sont les bases satellites des États-Unis et du MI6 à Wiesbaden, en Allemagne et ailleurs, qui coordonnent tout cela. Donc, c'est vraiment la guerre de l'OTAN européenne contre la Russie. Et je ne suis pas sûr que Trump ait réellement l'intention, ou même la moindre idée de la façon de confronter la Chine, qui reste la priorité des néoconservateurs. En réalité, Trump essaye de mener une guerre sur 5 ou 6 fronts en même temps. La seule chose que je retiens de l'actualité, c'est que nous sommes dans une sorte d'interrègne en ce moment. C'est comme si toutes les armes étaient chargées, prêtes à tirer, et qu'on attendait simplement que le fil déclencheur soit touché. Et il y en a partout. Les États-Unis ont des plans pour un changement de régime au Venezuela. Elle essaie de pousser le Venezuela à protéger d'une manière ou d'une autre ces bateaux de pêche que les États-Unis attaquent. Les États-Unis déploient une armada de navires, comme pour dire « Nous allons envoyer nos forces spéciales, vous envahir et vous décapiter. Qu'allez-vous faire ?» Eh bien, le Venezuela fait preuve d'autant de patience que la Russie et ne tombe pas dans le piège. En Europe, l'Estonie essaie de prétendre que la Russie attaque ses biens en utilisant la Baltique pour ses navires. La Baltique possède quelques plateformes pétrolières que l'Estonie revendique comme étant les siennes. Et l'Estonie avance des affirmations étranges selon lesquelles la Russie l'attaquerait et qu'elle souhaite attaquer la navigation russe. Si cela se produit, que fera la Russie? Essaie-t-on de pousser la Russie à bombarder les ports estoniens et la marine estonienne, composés de 2 navires ou peu importe? C'est l'anarchie. Il y a un autre front au Proche-Orient, où non seulement Israël s'étend en Syrie, au Liban et même à Chypre, mais où l'on assiste à toute la déstabilisation syrienne dans la région. En Corée et au Japon, il ne s'agit pas d'une crise militaire, mais d'une crise économique. Les États-Unis ont exigé 350 milliards de dollars du Japon, et cette demande de tribut est si scandaleuse que le Japon n'a pas encore signé l'accord. Et il semble y avoir une réaction politique au Japon. Et en Corée, Trump essaye de dire, eh bien la Corée, si vous nous donnez 350 milliards de dollars, alors il semblera tout à fait normal que nous imposions un tribut au Japon. Eh bien, les responsables coréens ont déclaré, il n'est absolument pas question, en aucune manière, que nous acceptions cette demande de tribut. Si nous avions les 350 milliards de dollars, ce qui n'est pas le cas, car nous n'avons pas les réserves de change du Japon qui sont 4 fois supérieures à celles de la Corée, alors nous soutiendrions certainement notre propre industrie et notre propre main-d'œuvre. Et il est moins cher de payer le tarif pendant la période de transition que de vous donner 350 milliards de dollars et vous gardez tout l'argent pour l'utiliser comme une caisse noire afin de le distribuer à vos soutiens de campagne pour des projets dont on ne sait rien. Avec la comptabilité à la Hollywood qu'ils utilisent, ils ne montreront jamais de bénéfices à partager avec nous. Et de toute façon, vous ne nous donneriez que 10% des profits. Alors, ils ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères en Chine. Et je suis sûr qu'ils discutent aussi avec la Corée du Nord pour dire, n'y a-t-il pas un accord que nous pourrions conclure avec vous, nos voisins asiatiques, afin que nous puissions progressivement nous désengager du marché américain. Nous ne voulons pas payer le tribut et il nous est impossible de satisfaire aux exigences de Trump en matière de tribut. You are listening and bor ni sector es vous. Eh bien, qui sait? Vous savez, cela va avoir des implications militaires. La Chine va dire,
Bien sûr, nous serions ravis de vous accueillir parmi nous, peut-être même de vous voir rejoindre les BRICS. Mais il faudra vous débarrasser des bases militaires américaines présentes sur votre territoire. Il faudra essentiellement changer votre politique étrangère et mettre fin à toute la guerre froide. En fait, mettre fin à la guerre de Corée qui a commencé en 1950 et qui est toujours officiellement en cours, où vous restez une puissance occupée. Il vous faudra affirmer votre indépendance. Et si vous êtes indépendant, alors bien sûr, vous serez en position de conclure un accord avec nous. Eh bien, vous assistez au même conflit en Afrique centrale, qui a chassé la France, la Belgique et les puissances coloniales, et les États-Unis mobilisent leur Al-Qaïda pour faire en Afrique du Sud ce qu'ils ont fait en Irak et en Syrie, dont le chef d'Al-Qaïda a d'ailleurs été accueilli avec M. Trump lors de la réunion de l'ONU et est désormais traité comme un dignitaire étranger. Tout est remis en jeu sur 10 fronts, voire plus en même temps. Et l'effet, c'est de montrer au reste du monde. Je pense que le reste du monde peut voir exactement ce que Richard a dit. Les États-Unis sont désespérés de voir ce qu'ils peuvent obtenir. Eh bien, le seul continent, la seule région qu'ils ont réussi à conquérir économiquement reste l'Europe. Et le reste du monde dit, nous avons vu ce que les États-Unis ont fait en mettant l'OTAN au régime sec et en insistant sur le fait que l'OTAN n'est qu'un instrument de la politique et de l'économie américaine. Il doit y avoir un meilleur accord que nous pouvons conclure. Je pense que c'est ce qui façonne le monde entier pour le reste de cette année. Mais les États-Unis n'ont qu'une seule réponse: créer une crise militaire, un fil de déclenchement. Et la crise se propage. Les fils de déclenchement sont partout dans le reste du monde, sur tous ces fronts. C'est l'anarchie. Et personne, je pense, ne peut prévoir ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière cette crise. Lorsqu'un pays est en crise et qu'il s'effondre, il n'a vraiment pas de stratégie. Lorsqu'il est désindustrialisé, lorsqu'il est devenu une puissance débitrice, lorsqu'il est devenu désespéré. Tout ce qu'il peut faire, ce sont des réponses ad hoc, comme Richard l'a mentionné. Donc nous vivons dans une réponse à court terme, ad hoc. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dire, eh bien, voici la logique de la situation. C'est une situation illogique dès le départ. Richard, avant de passer à votre commentaire, voici ce qu'a rapporté Reuters. L'administration Trump se prépare à réorienter 1,28 milliard de dollars d'aide étrangère vers les priorités américaines. Dans l'hémisphère occidental, le plan alloue 400 millions de dollars à plusieurs objectifs. L'immigration illégale, l'influence croissante de la Chine dans les minéraux stratégiques et l'intelligence artificielle, et enfin, ce que Washington appelle les régimes marxistes et anti-américains du Venezuela, de Cuba, de la Bolivie et du Nicaragua. À vous. Très bien. Je veux rappeler aux personnes qui regardent cette émission pourquoi il est logique de comprendre que les États-Unis réagissent de manière désespérée et théâtrale aux problèmes mondiaux. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé en février 2022, M. Biden, alors président, et nombre de ses principaux responsables ont déclaré publiquement, et aucun haut responsable américain n'a exprimé de désaccord, que cette guerre serait courte, que le rouble deviendrait de la poussière, que l'économie russe ne pourrait absolument pas supporter cela et s'effondrerait, et qu'il serait même possible, certains plus ambitieux l'imaginaient, de provoquer un changement de régime en Russie, adieu M. Poutine, et peut-être de diviser la Russie pour qu'elle soit morcelée en de nombreux petits pays, comme le reste de l'Europe de l'Est. Voilà qui étaient nos dirigeants. Les personnes actuellement au pouvoir n'étaient pas en désaccord avec cette évaluation. Ils l'ont appuyée. Pourquoi quelqu'un croit-il encore à la version actuelle? La Russie est épuisée.
La Russie ne peut pas continuer. Nous savons que c'était faux. Le rouble vaut à peu près ce qu'il valait avant le début de la guerre. Il ne s'est pas effondré, ni rien de tel. L'économie russe, selon les données du PIB et des Nations Unies, a connu une croissance plus rapide que celle des États-Unis chaque année depuis le début de la guerre, y compris aujourd'hui. Il s'avère que la guerre en Russie a eu un effet stimulant, selon la façon dont ils l'ont gérée. Je ne dis pas qu'ils l'ont parfaitement gérée à tous égards, mais sur le plan économique, ils ont fait avec la guerre ce que les États-Unis ont fait avec la Seconde Guerre mondiale, l'utiliser pour sortir de la dépression, pour croître plus vite qu'ils ne le pouvaient dans les années 1930, ce qu'ils ont fait. Et les Russes ont fait la même chose. Vous pouvez faire semblant que ce n'est pas le cas, mais ça l'est. Et si vous faites semblant que ce n'est pas vrai, si vous pensez pouvoir simplement nous raconter une autre histoire, la Russie est épuisée, et que nous n'allons pas nous souvenir qu'il y a 3 ans, vous nous disiez que vous saviez ce qui allait se passer et que tout était faux. Alors c'est vous qui êtes fous, pas nous. Et maintenant, à propos de nous pouvons gagner la guerre, M. Zelensky dit que la Russie est un adversaire très sérieux, très bien armé. Elle est bien armée depuis l'époque soviétique, ce qui signifie au moins un demi-siècle de priorité militaire. Et ils étaient déjà un pays raisonnablement riche. Passons en revue les guerres américaines. La guerre du Vietnam était une guerre entre une superpuissance militaire très développée et un pays pauvre et arriéré. Et les États-Unis ont perdu. La guerre était contre le Parti communiste du Nord-Vietnam. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont été au pouvoir pendant toute la période, ce qui fait maintenant 50 ans depuis 1975. Ils ont réussi à diriger une bonne société. Et le Vietnam, d'ailleurs, est l'une des économies les plus performantes au monde, dirigée par le Parti communiste, parce que les États-Unis ont perdu. Passons maintenant à l'Afghanistan. C'est encore plus pauvre que le Vietnam. Les États-Unis contre les talibans. Et nous avons perdu. Qui dirige l'Afghanistan aujourd'hui? Les talibans, pas les États-Unis. Nous n'avons pas gagné en Irak et nous ne gagnons pas en Ukraine. Et au lieu que ce soit une idée étrange, que nous ne gagnons pas, cela ne devrait surprendre personne. C'est le constat que nous avons. Nous ne gagnons pas les guerres. Nous les perdons. Maintenant, cela ne nous dérange pas parce que c'est un stimulant pour notre économie dont nous ne pouvons pas nous passer. Mais si c'est le cas pour nous, alors cela peut jouer ce rôle pour la Russie. Ce qu'il fait effectivement, et cela ne devrait surprendre personne qui réfléchit un instant à tout cela. Permettez-moi maintenant de me pencher un instant sur cette question épineuse de l'Europe. Michael nous rappelle sans cesse, à juste titre, que l'interdiction par les Européens, la décision qu'ils ont prise d'arrêter d'acheter du pétrole et du gaz à la Russie dans le cadre du grand programme de sanctions, je crois que leur dernière version, encore plus importante qu'avant, est la 19e ou la 20e des séries de sanctions qu'ils ont adoptées. La Russie s'en sort bien maintenant. L'Europe est un désastre, tellement que les États-Unis, voyant que leur principal problème est la Chine, considèrent désormais les Européens comme au pire un fardeau pour leurs ressources, et au mieux une source de tribut pour aider à affronter la Chine. Cela plonge l'Europe dans un déclin incroyable. Regardez, elle était déjà une partie déclinante de l'économie mondiale de toute façon. Les empires ont été perdus il y a un siècle ou un demi-siècle et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont été pris de vitesse par les États-Unis d'un côté et par la Chine et les BRICS de l'autre. Donc l'Europe est en déclin et les politiciens doivent expliquer cela à leur population. Oserait-il dire
que nos capitalistes n'ont pas réussi à suivre le rythme des concurrents aux États-Unis et en Chine. Ils n'oseraient jamais. Ce sont leurs capitalistes qui les maintiennent au pouvoir, donc cette option est exclue. Qui vont-ils blâmer alors? Eux-mêmes? Cela n'arrive jamais. Eh bien, il leur reste vraiment deux choix. Ils pourraient blâmer les États-Unis, ils pourraient. Mais ce n'est pas plus faisable que de blâmer leurs propres capitalistes. Ils dépendent toujours des États-Unis. Il ne reste donc qu'un seul candidat, la Russie. Faire un vacarme énorme sur le danger que représente la Russie. Nous devons nous réarmer à cause de la Russie. Nous devons réduire la protection sociale à cause de la Russie. Nous devons décliner à cause de la Russie. Cela doit être sans fin. Ce que nous observons en Europe est une sorte de réplique de la guerre froide américaine après la Seconde Guerre mondiale. Tout est imputé à la Russie pour justifier, dans le cas des États-Unis, la construction de l'Empire américain, et dans le cas de l'Europe, pour dissimuler le déclin et ses causes à sa propre population. C'est tout ce qui se passe. Le reste n'est que du bruit. Dernier point que je souhaite aborder. La crise des États-Unis tient, d'une certaine manière, à quelque chose qui, je le sais, effraiera les gens, mais je ne vois pas comment on peut l'éviter. Un empire en déclin qui fut autrefois dominant sur les plans économiques, politiques, militaires et idéologiques, il est en train de perdre sa suprématie économique. Nous le savons déjà. La Chine et les BRICS représentent une unité de richesse économique bien plus importante dans l'économie mondiale que les États-Unis et le G7. Ils ont dépassé les 2 lignes en 2020 et l'écart s'est creusé chaque année depuis 5 ans. Donc, sur le plan économique, les États-Unis ne sont plus dominants. Politiquement, ils ne le sont pas non plus. Vous savez comment on peut le constater? Les votes à l'ONU sont déséquilibrés. Il y a 120 pays d'un côté et les États-Unis avec quelques autres de l'autre. De plus en plus. Vous ne pouvez pas contrôler les pays d'Amérique latine. Faites la liste. Ils doivent en citer une demi-douzaine. Avant, ils avaient qu'à citer Cuba. Maintenant, ils doivent en citer une demi-douzaine. Pourquoi? Parce que cela se propage là-bas, parce que le contrôle politique des États-Unis diminue. Idéologiquement, le capitalisme privé occidental, qui servait autrefois de couverture idéologique, nous sommes la force de mondialisation du monde, l'entreprise privée qui unit le monde, qui apporte la prospérité. Plus personne n'y croit aujourd'hui. Pendant 50 ans, la mondialisation a été présentée comme le cadre idéologique du succès du pays. Mais les perdants de tout cela, surtout ici aux États-Unis, ont transformé la politique intérieure pour soutenir un Trump au pouvoir qui exprime la colère et la rage de ceux qui ont perdu à cause de la mondialisation. Dans de vastes régions des États-Unis, traiter quelqu'un de mondialiste a désormais la même portée politique qu'avait autrefois le mot communiste. Politiquement et idéologiquement, c'est ce cadre-là. Mais cela ne fonctionne pas. Le soutien et le financement par les États-Unis d'Israël à Gaza sapent. Quelle position? Que les Américains sont en faveur de la liberté. Quelle liberté, celle de tous ces gens à Gaza de mourir? De quelle liberté parlez-vous? Et puis, l'ironie ultime dont nous allons parler, je le prédis, dans les mois à venir dans cette émission, ces dernières semaines, le gouvernement des États-Unis a pris position en acquérant 10% de la société Intel, avec une option pour 5% supplémentaire. C'est du capitalisme d'État. Vous savez ce que c'est? C'est l'acte des États-Unis de copier les Chinois, qui ont un immense secteur d'entreprises d'État. Environ la moitié de l'économie chinoise est constituée d'entreprises d'État. Intel est désormais une entreprise d'État. Si les travailleurs d'Intel se mettent en grève, M. Trump, qui est maintenant l'actionnaire principal, fera-t-il appel à l'ICE pour régler ce problème? Incroyable. Trump a bloqué la vente de certaines puces informatiques à la Chine.
Nvidia et AMD, deux grands producteurs de ces puces, ont expliqué à M. Trump que les Chinois sont de grands utilisateurs de puces parce qu'ils ont une économie énorme et que les BRICS sont encore plus grands. Nous ne pouvons pas faire de bénéfices si nous ne pouvons pas leur vendre de puces. Tout ce que nous avons fait reposait là-dessus. Oh, M. Trump a dit, d'accord, annulez la commande, mais vous devez me donner, à moi, le gouvernement, 15% des revenus que vous obtenez en vendant des puces aux Chinois. C'est l'accord que nous avons maintenant. D'accord. C'est la forme la plus sincère de flatterie que l'économie chinoise puisse espérer. Les Américains, sans l'admettre, sans en parler, copient. Et la raison? Facile à voir. Le FMI estime actuellement que l'économie des États-Unis connaîtra une croissance d'environ 1,5% du PIB en 2025, en baisse par rapport aux plus de 2% promis auparavant. La Chine prévoit 5%, l'Inde 7%, ce qui correspond à leurs chiffres de l'année dernière. Ils s'y attendent à nouveau. Vous ne pouvez pas entretenir les illusions des États-Unis lorsque le reste du monde, vos adversaires, l'Inde, la Chine et les BRICS, croissent 3 fois plus vite que vous, 3 fois plus capables de faire ce qu'ils font. J'ai récemment vu une carte de l'Afrique qui comparait 2010 à aujourd'hui, donc sur 15 ans. La carte montrait le nombre de pays, en rouge, dont le principal partenaire commercial était les États-Unis par rapport à la Chine. Puis elle montrait la situation actuelle. Un renversement. Les États-Unis étaient le principal partenaire commercial de l'écrasante majorité des pays africains au début, et ce rôle a été complètement inversé. Et maintenant, pour la plupart des pays d'Afrique, la grande majorité, le principal partenaire commercial est la Chine. Combien de signes faut-il afficher pour qu'une personne raisonnable comprenne où va le monde? Il ne reste donc que le domaine militaire. Et la guerre en Ukraine soulève de nombreuses questions que Michael a résumées. La rareté des armes, leur épuisement, le fait de les donner aux Ukrainiens, parce que M. Zelensky semble être devenu une icône de cette folie européenne à propos de la Russie. Je ne sais pas quels sont les plans de M. Poutine, et je sais que vous, l'auditeur, et vous, les Européens, ne le savez pas non plus. Le mieux que nous puissions faire est d'observer ce que nous voyons, de rassembler les preuves et de faire une estimation raisonnable. L'explication que donnent les Russes concernant l'Ukraine a un certain sens. Y a-t-il des arrière-pensées? Nous ne le savons pas, probablement. J'ignore lesquelles. Mais l'idée que la Russie ait une raison d'envahir le reste de l'Europe, elle en a moins aujourd'hui que jamais auparavant. Et la Russie n'a pas l'habitude d'envahir l'Europe. Pas du tout. C'est l'inverse. Napoléon, la Première Guerre mondiale, Hitler, les grandes invasions sont allées dans l'autre sens. D'ouest en est. Elles éclipsent, à tout point de vue, les mouvements dans l'autre sens. Alors arrêtons. C'est un jeu dangereux, un empire déclinant dans une situation désespérée qui compte sur son armée pour résoudre le problème. Et faire cela après avoir perdu 5 guerres contre des adversaires bien moins puissants que la Russie, cela frise la folie. Je pense que Richard a tout à fait raison de donner un sens des proportions en comparant le déclin des États-Unis et de l'Europe à l'essor industriel de la Chine. Pourquoi les États-Unis et l'Europe déclinent-ils? Pourquoi se désindustrialisent-ils? Eh bien, nous avons déjà évoqué le fait qu'une partie de la raison réside dans la financiarisation de leurs économies. Ce que nous observons aux États-Unis et en Europe n'est pas ce que le capitalisme industriel visait au XIXe siècle. Aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Dans tous ces pays, le capitalisme s'est tourné vers un rôle croissant de l'investissement public et de la régulation. Il voulait un gouvernement suffisamment fort pour s'opposer au pouvoir de la recherche de rente.
pour mettre fin au contrôle du gouvernement par l'aristocratie foncière à travers la Chambre des Lords ou les chambres hautes des gouvernements européens. Ils voulaient que les gouvernements soient suffisamment forts pour intégrer les monopoles naturels dans le domaine public et rendre l'éducation, la santé, les transports et les communications entièrement publics. L'idée principale était de mettre fin au concept de privilèges féodaux pour l'immobilier, les monopoles et même la banque qui avaient été hérités et de réduire essentiellement le coût de production que les employeurs devaient payer. Ce qui s'est passé, c'est que le secteur financier s'est allié au secteur immobilier pour lutter contre tout cela après la Première Guerre mondiale. Et même avant l'école autrichienne d'économie, il y avait déjà toute une réaction anticlassique depuis 100 ans. Et ce que cela a provoqué, c'est essentiellement une attaque contre le pouvoir gouvernemental. De sorte que, si le gouvernement ne fait pas la planification, on laisse Wall Street et les intérêts privés des riches s'en charger. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ce que fait Trump aujourd'hui. La politique étrangère américaine ne consiste pas simplement à s'opposer à la Russie ou à la Chine. C'est ce que l'administration Biden appelle des autocraties plutôt que des démocraties. Les autocraties sont les endroits où le niveau de vie augmente. Les autocraties sont celles où la condition des travailleurs s'améliore et où ils ne sont pas opprimés. Les démocraties, ce sont l'Ukraine et les oligarchies clientes que les États-Unis soutiennent. Vous avez vu Trump, tout d'abord, soutenir Bolsonaro au Brésil, qui a été justement emprisonné pour avoir tenté d'assassiner Lula et pour avoir remplacé Lula à la présidence, ainsi que toute la réaction oligarchique corrompue contre la réforme de Lula. En ce moment, les États-Unis essaient de soutenir l'Argentine avec ce prêt insensé de 20 milliards de dollars, en plus de tous les prêts du FMI. L'Amérique fait tout ce qu'elle peut pour soutenir la folie libertarienne qui consiste à démanteler le gouvernement au profit de l'oligarchie financière qui dirige l'Argentine. Et c'est la même chose au Venezuela. Il s'agit de le remplacer par une oligarchie militaire cliente de type brésilien, argentin ou Pinochet sous contrôle américain. Et chez nous, c'est la même chose avec ce que Trump essaye de faire. Promouvoir une attaque libérienne contre le gouvernement. C'est ça le MAGA. Eh bien, pourquoi la Chine réussit-elle? Elle réussit en faisant exactement ce que les pays capitalistes industriels ont entrepris de faire au XIXe siècle. On pourrait appeler cela du socialisme industriel, car on s'attendait à ce que le capitalisme évolue vers le socialisme. Cela semblait naturel, vers une économie mixte, avec un gouvernement suffisamment fort pour maintenir dans le domaine public ce qui était autrefois des classes extractrices de rente, la classe des propriétaires fonciers et surtout la classe bancaire. La Chine a maintenu la banque dans le domaine public, de sorte que la création de crédits et de monnaie en Chine n'est pas utilisée pour permettre aux entreprises chinoises de procéder à des rachats d'entreprises, ni pour prêter de l'argent aux entreprises afin qu'elles puissent emprunter pour faire monter le prix de leurs actions par des rachats d'actions ou simplement verser des dividendes. Ils suivent en réalité une politique industrielle. C'est vraiment ce qui se cache derrière l'attaque des États-Unis contre la Chine, la Russie et potentiellement l'ensemble des BRICS. S'ils décidaient, eh bien, nous ne voulons pas du capitalisme financier sous sa forme libertarienne. Nous ne voulons pas démanteler l'État. Nous voulons utiliser l'État comme un moyen de promouvoir la démocratie, d'investir dans le capital industriel pour le subventionner, de fournir les infrastructures de base dont nous avons besoin pour croître, de faire en sorte que l'économie soit essentiellement dirigée par des ingénieurs industriels, et de se demander de quoi l'économie a-t-elle besoin, comment l'État peut-il la promouvoir par la politique fiscale et d'autres mesures.
Eh bien, les États-Unis répondent, eh bien, ça, c'est du socialisme. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les sondages d'opinion aux États-Unis montrent que la plupart des Américains préfèrent le mot socialisme à capitalisme, c'est parce que cela fonctionne, comme Richard et moi l'avons décrit tout au long de notre passage dans votre émission d'interview. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Allons-nous accepter une austérité libertarienne dirigée par l'oligarchie financière qui concentre toute la richesse entre les mains des 1%, comme le fait l'Argentine, comme l'oligarchie brésilienne derrière Bolsonaro aimerait le faire, comme les États-Unis aimeraient que le Venezuela le fasse, et comme les États-Unis ont essayé de le faire en Russie après 1991 avec leur désastreuse thérapie de choc des réformes libertariennes. Les États-Unis veulent toujours appliquer une thérapie de choc à l'ensemble du monde. C'est pourquoi Trump est soutenu par Milei en Argentine avec ce plan de sauvetage insensé de 20 milliards de dollars. L'Argentine a dit, eh bien, ne pouvez-vous pas acheter notre monnaie pour la soutenir afin que notre oligarchie puisse s'enfuir et transférer tout notre argent à l'étranger? Et je pense que Trump a répondu, non, nous n'allons pas acheter votre monnaie. Nous allons vous accorder un prêt en dollars. Vous pourrez utiliser ces dollars pour soutenir votre monnaie, soutenir la fuite des capitaux, comme le fait le Fonds monétaire international, mais vous devrez nous rembourser en dollars, c'est-à-dire notre monnaie, pas la vôtre, qui est sur le point de s'effondrer dès que le FMI cessera son soutien. Et le FMI ne soutient que les oligarchies. Le FMI lutte contre le socialisme. Le FMI lutte contre l'industrialisation. Le FMI s'attaque aux travailleurs avec ses plans d'austérité. Et c'est pourquoi le plus grand prêt du FMI est accordé à l'Ukraine pour soutenir la guerre. Le deuxième plus grand prêt du FMI est destiné à l'Argentine pour promouvoir ce découpage insensé, réduire les retraites, réduire les dépenses sociales. En somme, réduire l'emploi et provoquer la catastrophe économique qui mènera à la défaite de Milei lors de la prochaine élection. Donc Richard a tout à fait raison de souligner le contexte. D'un côté, le socialisme industriel couronné de succès qui émane de la Chine et des pays avec lesquels elle collabore. De l'autre, le plan d'austérité américain fondé sur la financiarisation et le soutien au 1%. Ce même groupe, cette couche de la population que Trump soutient aux États-Unis. Si je devais très rapidement résumer la logique de ce que Michael vient de dire, dans le capitalisme privé, qui s'est développé en Angleterre, en Europe et au cours des 250 dernières années, une idéologie a été élaborée pour se célébrer elle-même. Les intellectuels organiques de ce capitalisme affirmaient que le capitalisme privé, les capitalistes cherchant le profit privé, unifieraient le monde de la manière la plus efficace, créant la plus grande prospérité pour le plus grand nombre. En chemin, les idéologues honnêtes ont découvert que si vous organisez votre société de cette façon, vous tenez tout investissement en otage du principe de profit. Les choses n'arriveront pas à moins qu'il ne soit profitable pour un investisseur privé de disposer de son capital pour le développer. Mais la théorie des externalités, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, est une théorie selon laquelle les économistes honnêtes ont compris que chaque investissement réalisé par un particulier a toutes sortes de conséquences que ce particulier n'a pas à prendre en compte, ou ne peut pas prendre en compte, à cause de toutes les ramifications, qu'il s'agisse de construire un pont ou non, de construire une usine ou non. Les personnes qui construisent l'usine recherchent un profit privé, mais c'est la société qui doit vivre avec toutes les conséquences. Le profit privé, mais tout le reste aussi. Dernier point, il s'avère qu'il existe de nombreuses façons de développer une économie qui ne sont pas, ou du moins pas au départ, rentables pour qui que ce soit individuellement,
mais qui le sont pour la collectivité. Ainsi, une personne rationnelle pourrait dire, s'il existe des choses qui pourraient développer notre économie, mais qui ne sont pas rentables pour le secteur privé, et qui ne seront donc pas réalisées par un capitaliste privé, nous avons besoin d'une entité capable de saisir ces opportunités au bénéfice de la collectivité dans son ensemble, y compris les capitalistes. Et cela s'appelle le gouvernement, qui peut lever des fonds, c'est à cela que servent les impôts, et emprunter s'il le souhaite, afin de mener à bien des projets qui construisent l'économie, mais ne sont pas rentables pour le secteur privé. Pas au départ, peut-être pas avant 10 ou 15 ans. Et vous savez, en Occident, malgré tout, le baratin, nous le savons. C'est pour cela que nous construisons des routes, des autoroutes et des ports, et que nous subventionnons la compagnie de téléphone et bien d'autres. Nous avons même un nom pour cela, l'infrastructure. Nous intervenons avec des aides publiques, parce que le système est tellement contraint idéologiquement, en garantissant des profits aux entreprises privées, afin qu'elles entreprennent ce que nous savons nécessaire, mais que leurs profits privés, sans subvention, n'autoriseraient pas. Les Chinois, eux, rationalisent cela. Ils disent qu'il existe toujours un grand nombre de projets de développement importants qui ne sont pas rentables pour le secteur privé, mais que nous réaliserons quand même. C'est pourquoi la Chine possède le meilleur réseau de trains à grande vitesse au monde. C'est pourquoi la Chine construit des logements avant même que les gens en aient besoin. Ce n'est pas un échec du marché. C'est une compréhension selon laquelle, si nous ne voulons pas subir une explosion des loyers, avec toutes les conséquences que cela implique, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, alors nous devons faire des choses que les promoteurs immobiliers privés, motivés par le profit, ne feront pas. Je veux dire, c'est une manière rationnelle de gérer ce que nous savons de la théorie des externalités. Les prix et les avantages, les coûts et les bénéfices d'un projet, au-delà du simple profit privé qui est ou non en jeu. Et cela, le gouvernement peut l'anticiper et prendre des mesures pour y faire face. Maintenant, la preuve est dans les résultats. Le développement économique de la Chine, qui procède ainsi depuis 40 ans, a surpassé celui des États-Unis chaque année. C'est un record stupéfiant. Si vous ne le saviez pas, devinez pourquoi. Eh bien, lorsque Richard parle d'externalité, il veut dire qu'il faut regarder sur le long terme plutôt que sur le court terme. Les profits à court terme ne cherchent pas vraiment à faire des profits. Ils visent les plus-values, les gains financiers. Les prix des actions montent essentiellement grâce à la désindustrialisation, en utilisant les profits pour racheter ses propres actions qui ont versé des dividendes, et non pour réinvestir dans la construction de nouvelles usines et l'embauche de plus de main-d'œuvre. Et je suppose que c'est ce que Lao Tse, le général chinois, voulait dire. Tout miser sur la tactique sans stratégie, c'est la voie de la défaite. Le long terme, c'est la stratégie. Le court terme, ce sont les tactiques. Et tout ce sur quoi reposent les économies des États-Unis et de l'Europe, ce sont des tactiques à court terme, pas une stratégie. Et ils ne peuvent pas reconnaître l'existence d'une stratégie, car reconnaître une stratégie, c'est reconnaître le rôle de l'État, ce qu'ils appellent le socialisme. Et je suppose que c'est aussi ce que Richard et moi appelons le socialisme. Cela crée un ensemble désespéré d'œillères pour l'Occident. Et la Chine, elle, est libérée de ces œillères. Vous savez, une dernière observation. Dans le domaine de la psychologie, je crois qu'il est généralement admis, ou du moins largement reconnu, que si l'on a subi des traumatismes dans son enfance, on passe réellement le reste de sa vie à essayer de les surmonter, en espérant parvenir à les dépasser. Mais dans tous les cas, il faut y faire face. Il n'y a pas d'alternative. Et énormément de personnes restent piégées
à l'âge adulte, dans une lutte sans fin contre les traumatismes qui les ont façonnés enfants. Eh bien, faisons la même analogie pour le capitalisme. Le capitalisme vient d'Europe, du moins sous sa forme moderne, à une époque où les sociétés européennes sont qualifiées de monarchies absolues. Vous savez, elles sont associées à Louis XIII, Louis XIV et à tous les rois et reines d'Europe dont nous nous moquons rétrospectivement. Mais pour que le capitalisme émerge d'un féodalisme qui était hautement centralisé et concentré dans des monarchies absolues, la phase infantile du capitalisme a connu une expérience traumatisante avec le pouvoir gouvernemental. C'est pourquoi l'ancienne idéologie était « laissez-nous faire, laissez-nous tranquilles, n'intervenez pas, n'utilisez pas, le grand pouvoir est contre nous, le grand pouvoir veut nous restreindre, nous bloquer, nous tuer ». L'antigouvernementalisme est une réaction à un traumatisme d'enfance. Les premières expériences du capitalisme, si l'on remonte à l'Europe du Haut Moyen-Âge, ont été écrasées. Elles démarraient, des employeurs et des employés dans une ville, et le seigneur féodal rassemblait ses troupes, arrivait et les massacrait tous. Ville après ville en Europe porte les traces de cette histoire. Le gouvernement représentait un danger. Et puis, lorsque le capitalisme s'établit enfin en Europe au XIXe siècle, à peine s'est-il débarrassé du système féodal que les ouvriers commencent à dire « Nous voulons être le gouvernement ». Et ils y voient encore un autre danger. Les ouvriers vont prendre le pouvoir, et alors nous aurons des travailleurs puissants en qui nous n'avons pas confiance à la tête d'un gouvernement en qui nous avons encore moins confiance. C'est tellement ancré en eux qu'ils doivent célébrer les privatisations. Regardez M. Trump, il les célèbre même s'il les viole chaque jour. C'est une idéologie tellement désespérée, mais elle a ses effets. Vous ne pouvez pas faire ici ce que les Chinois ont fait, et le résultat, c'est que les États-Unis se font dépasser par les Chinois. À l'ère des armes nucléaires, si vous revenez à la solution militaire, regardez ce que vous faites. Carries us dans que vous frischt. Vous gagnez cette hier et dirt tout. Eh bien, Richard, d'abord la Russie, puis la Chine. L'Occident a-t-il besoin d'une révolution? Et peut-on considérer toute la guerre froide, toute l'opposition à la Chine, aux BRICS, la crainte des pays qui ne sont pas sous contrôle américain, qu'ils puissent avoir une révolution? On peut voir toute la guerre froide comme y aura-t-il une révolution ou non, et quel type de révolution ce sera. Je pense que c'est le cadre de toute l'anarchie que nous avons vue la semaine dernière. Eh bien, pour ma part, je commence à me poser des questions sur les États-Unis. Parce que la semaine dernière, j'ai été confronté à l'histoire d'un professeur d'université au Texas qui a été licencié, un professeur titulaire. Et la raison invoquée par l'administration était qu'il avait pris la parole lors d'une conférence socialiste. C'était son crime. Et je vis à Manhattan, où les sondages suggèrent que nous sommes sur le point d'élire, comme maire de cette ville, un socialiste. Vous savez ce que cela suggère? La division de la société. Ce ne sont pas à mes yeux des différences conciliables. Et je les constate de plus en plus comme je suppose que la plupart d'entre vous aussi. Eh bien, j'habite dans la même ville, Richard, et tu as raison. C'est exactement ce qui se passe ici. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Mary. À bientôt. Au revoir.